Aujourd'hui, je vais vous proposer une solution au problème du chômage. Et tout d'abord, ce que j'entends par chômage doit être précisé. Ce n'est pas le fait que les gens à un instant donné cherchent un emploi, car cela n'a rien de gênant, c'est tout à fait normal. En effet, il peut s'agir de jeunes qui sortent de l'école, il faut bien qu'ils prennent le temps de choisir, ou encore de gens qui ont simplement envie de changer d'activité, ou même qui ont dû changer d'activité car la précédente ne nécessite plus autant de main-d'œuvre qu'avant. Tout cela ne pose aucun problème. Le problème, c'est si une de ces personnes a du mal à trouver un emploi. Et encore, je pense qu'il faut être plus précis que ça, car si ces gens disposaient de tout l'argent qu'ils désirent, est-ce que ce serait si gênant que ça de ne pas pouvoir travailler au service de quelqu'un d'autre ? Si l'on cherche à saisir l'essence du problème, on voit que c'est le fait que certaines personnes ne parviennent pas à gagner le revenu auquel elles aspirent, étant entendu qu'elles acceptent de fournir le travail en rapport. Parce que oui, bien sûr, il ne faut pas exagérer non plus, parce que tout le monde ou presque souhaiterait le revenu le plus élevé possible si cela n'impliquait pas un travail en rapport. Or, même là, en étant prêts à travailler, certains ne trouvent pas donc de travail autant qu'ils le voudraient, et c'est cela le problème du chômage. Si donc vous occupez un emploi et que vous apprécieriez d'effectuer des heures supplémentaires que vous n'avez pas trouvées, vous êtes au chômage. Certes partiel, mais bien au chômage selon ma définition. Et j'irai même plus loin dans la juste définition de mon objet. L'argent n'est qu'un intermédiaire. Personne ne gagne de l'argent juste pour admirer son tas d'or, à part Picsou peut-être. Enfin, si l'on souhaite de l'argent, c'est pour les dépenses que l'on souhaite faire avec. Et donc, le but, la caractéristique d'une économie satisfaisante, c'est que chacun puisse avoir le niveau de vie qu'il souhaite, avec éventuellement la condition qu'il participe, bien sûr, à l'effort de production en proportion de sa consommation. Et c'est donc une économie qui garantisse cela pour tout un chacun que je vais vous proposer. Une économie qui, par construction, empêche le chômage. Mais avant, un dernier regard sur le monde où nous sommes encore. On pourrait penser que dans l'économie actuelle, un tel mécanisme existe. En effet, lorsque vous dépensez de l'argent pour un bien ou un service, vous suscitez un travail, et donc de l'emploi. Et on pourrait donc penser que si chacun dépense rapidement tout ce qu'il gagne, il y ait du travail pour tout le monde. Parce que oui, déjà, vous voyez, premier problème, s'il y a une tendance globale à l'épargne, ça va créer du chômage dans ce système. Mais même sans épargne, ça ne fonctionnerait pas. Parce que l'argent que vous dépensez n'a aucune raison de fournir du travail à quelqu'un qui est dans le besoin. Il peut tout aussi bien enrichir une personne déjà riche, et surtout sans que cela ne lui demande un travail supplémentaire. Or, vous ne maîtrisez pas la destination de cet argent. C'est juste trop complexe. Bref, vous voyez mieux, je pense, maintenant, pourquoi dans ce système, le chômage, et même en particulier donc l'absence totale d'emploi pour certains, est statistiquement inévitable, car rien ne l'empêche. En tout cas, l'absence d'un mécanisme anti-chômage dans ce système devrait nous interpeller. Quel est le crétin qui a conçu ce système ? Et s'il n'a pas été conçu, quels sont les crétins qui n'ont pas eu l'idée de s'en donner un plus fraternel, humainement acceptable ? Car on s'organise bien comme on veut, on est libre. Et cela devrait d'autant plus nous interpeller que la situation est pire que ça. Il y a même un mécanisme pro-chômage, car du fait des progrès techniques, il y a besoin de moins en moins de travail. Et comme la consommation n'est pas indéfiniment extensible, d'ailleurs, une façon d'estimer l'importance du chômage consiste à regarder le nombre de gens qui ne mangent pas à leur faim. En effet, on se doute bien qu'une telle personne accepterait un travail qui lui permettrait de se nourrir correctement. Ce ne peut être juste un fainéant quand même. Or, ce nombre est de l'ordre du milliard presque. Un être humain sur 9, sachant que cela donne une estimation par valeur inférieure du chômage. Et maintenant, cap vers l'avenir. Car il y a une solution très simple, et la voici. Chacun indique ce qu'il souhaite consommer, son train de vie plus généralement. On recueille tout ça, avec l'informatisation de la société, ça ne sera pas un problème. On en déduit ce qu'il faut produire, et par conséquent les quantités totales des différentes activités de production nécessaires pour cela, puis on se les répartit. Je vous avais dit que c'était très simple. Alors on se les répartit comment, me direz-vous ? Eh bien, de façon juste et logique. On donne tel type d'activité à ceux qui ont la compétence pour, évidemment, puis en priorité à ceux qui la préfèrent, ce qui signifie que l'on aura donc également collecté les préférences de chacun en matière de travail, ou d'emploi du temps aussi, ce qui n'est pas bien difficile non plus. Alors après, vous me direz, oui, mais comment se répartir le travail en termes de quantité ? Car on sent bien que pour que ce soit juste,
Chacun devra avoir une quantité de travail correspondant à ce qu'il consomme. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une quantité de travail? Parce que tout le monde ne bosse pas à la même vitesse, et bosser plus vite demande plus d'efforts en général. Ça doit donc correspondre à une certaine production, à un certain résultat. C'est d'ailleurs important de demander une production, enfin plutôt que des temps, si l'on veut que la production en question soit effectivement produite, pour que chacun puisse consommer ce qu'il souhaite à la fin quand même. Mais comment comparer des quantités de produits différents, me direz-vous? Eh bien, c'est là que l'on va faire appel à des temps. Certes, tout le monde ne travaille pas à la même vitesse, mais on peut calculer la moyenne du temps que prend une certaine production sur un grand nombre de producteurs. En tout cas, tous ceux adoptant la meilleure technique qui sera par ailleurs divulguée, évidemment. Ainsi, les productions diverses deviennent comparables. Seront considérées comme équivalentes les productions correspondant à un même temps moyen. Inversement, à la consommation totale souhaitée par chacun correspond un tel temps moyen. Et là, vous voyez ce qu'on va faire pour que la répartition soit juste. Chacun se verra attribuer une production totale dont le temps moyen correspond à sa consommation totale. Alors, ce qui risque de se passer, vous me direz peut-être, c'est que, comme souvent à la cantine, certains ayant eu plus gros yeux que gros muscles, pour avoir envisagé un train de vie d'empereur, se retrouvent avec un travail de romain. De sorte qu'ils vont probablement devoir revoir leurs ambitions, je pense, consommatrices à la baisse. Et ainsi, on pourra autoriser comme ça plusieurs allers-retours de ces formulaires de souhait. Et pour que la satisfaction maximale de chacun soit rapidement atteinte, on pourra aussi rajouter quelques indications, comme l'estimation en travail d'une consommation donnée, pour que la personne sache un peu à quoi s'attendre. Et vous voyez qu'ainsi, tout le monde aura bien ce qu'il souhaite consommer, puisqu'il y a bien incitation à travailler. Parce que oui, si quelqu'un ne fait pas le travail qu'on lui demande, eh bien il n'aura pas les consommations qu'il souhaite. Ou du moins, il y aura une sanction suffisamment incitative. Et sur ce plan, c'est comme dans le système actuel d'ailleurs. Si vous n'allez pas en tant que salarié au boulot, vous êtes licencié pour faute grave, et vous n'avez même pas droit d'ailleurs à des allocations chômage. Et c'est encore pire évidemment si vous êtes travailleur indépendant. Et c'est pareil aussi si vous êtes seul sur une île déserte. Dans tous les cas, si vous ne bougez pas le cul, vous n'avez rien. Donc, pas de pénurie, contrairement au communisme, enfin stricto sensu d'ailleurs. Ni surproduction non plus, contrairement au capitalisme. Comme vous savez, il y a un gaspillage incroyable, en plus d'ailleurs d'une pénurie permanente pour les plus pauvres. Oui, car la production, donc dans ce système que je propose, sera précisément ajustée à la consommation. Alors bien sûr, si une personne ne peut faire le travail qui lui a été attribué pour une raison indépendante de sa volonté, difficultés techniques imprévues, maladies, évidemment, le surcroît de travail correspondant est aussitôt réparti entre tous. Et la personne concernée n'en fait pas les frais. Il y a toujours, si vous voulez, la sécurité sociale, bien sûr. Et bien sûr, j'ai présenté là le système dans les grandes lignes. Pour une consommation donnée, la personne ne va pas devoir attendre en général pendant le délai de fabrication, qui peut être assez long. On fera en sorte de disposer de stocks suffisants, la consommation pouvant être également évaluée par extrapolation à partir des variations des stocks. Si une personne demande un truc qui n'existe pas, on l'informera au préalable de ce qui existe, qui s'en rapproche, et on lui indiquera le délai éventuel donc, de fabrication. Et bien sûr, également, dans les activités productives, il faut également compter celles qui ne correspondent pas directement à un souhait de consommation, et qui sont néanmoins utiles pour le fonctionnement de l'ensemble, comme l'entretien des routes, l'enseignement, ou même la recherche. En tout cas, vous l'aurez sans doute remarqué, dans cette économie, par construction, il n'y a pas de chômage. Personne, en effet, n'y souhaite faire d'heures supplémentaires, puisque, par construction, il dispose du train de vie qu'il souhaite. Enfin, sauf si c'est juste pour le plaisir de travailler, évidemment, c'est pas interdit non plus. Alors, je vais répondre maintenant à quelques objections tout à fait légitimes. Oui, mais si tout le monde consomme ce qu'il veut, même en devant travailler, d'ailleurs fort peu à cause de la mécanisation, est-ce qu'on ne va pas continuer à détruire joyeusement l'écosystème? Oui, ça se pourrait. Mais ce n'est pas ce que je propose, car un autre avantage de ce système est qu'il permet la préservation de l'écosystème. Comment? Eh bien, il suffit de prendre en compte les contraintes environnementales dans le mode de production et les quantités à produire. Tout rejet devra être proprement réintégré à l'environnement, recyclé. On privilégiera les ressources renouvelables dont on ne dépassera pas les taux de renouvellement. Du coup, vous voyez que si une ressource est trop sollicitée par les souhaits de consommation, ces consommations pourront être limitées de façon à garantir la pérennité de la ressource.
mais ce sera le moins possible et équitablement, de sorte que tout le monde comprendra et acceptera volontiers, je pense. Dans le système actuel, par contre, aucun mécanisme ne garantit la préservation de l'environnement. Et ça n'est pas très étonnant, ça serait difficile, car la gestion environnementale doit être globale. Elle ne peut être faite, je ne vois pas comment, par un système individualiste. Mais c'est pire que ça, car en plus, ce système favorise la destruction environnementale. L'incitation monétaire à réduire ses coûts de production fait que l'on est fortement incité à polluer. De plus, l'importance inévitable de la publicité dans ce système conduit à consommer au-delà de ses besoins réels en plus. On parlait de la surconsommation due au non-partage des informations aux industriels, ou directement au rapport conflictuel entre les différents acteurs économiques. Là, les gens consommeront ce qu'ils souhaitent sans être manipulés par la publicité. J'ajouterais importunés aussi d'ailleurs, au passage, autre avantage, par la publicité. Et en étant en plus tempéré aussi par le coût de la consommation, qui sera palpable par tout le monde, tandis qu'aujourd'hui, les plus riches, ils ne le sentent pas vraiment, quoi. Il n'y aura donc sans doute pas trop besoin de restreindre les consommations par le mécanisme de préservation des ressources que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc incidemment, vous voyez que mon système, en plus d'éliminer le chômage, sauve la planète. Sympa. Mais il y a aussi d'autres trucs assez remarquables. Regardez bien, il y a quelque chose qui a disparu. Vous voyez quoi? Il n'y a pas d'argent. Et ça, c'est intéressant. Car la possession monétaire constitue un pouvoir considérable et donc implique un désir très important. Tellement important que pour beaucoup, il l'emporte forcément à un moment donné, vous voyez, sur le souci du bien commun. D'où une importante criminalité, qu'on va donc là pas mal réduire, je pense. Celle qui fait que certains vont porter atteinte à l'environnement en dépit d'interdictions éventuelles, par exemple. En quoi vous voyez que il y a peu d'espoir de préserver l'environnement sans changer ce système. Alors, autre avantage aussi, vous voyez, il y aura beaucoup moins de concurrence entre les individus. Les rapports humains seront plus harmonieux, plus sincères, moins violents, puisqu'en fait, tout tourne autour d'un but commun. Donc si la coopération, la fraternité sont des concepts qui vous parlent, ça pourrait vous intéresser. Question suivante. Moirf, tu m'as bien fait rire, mec, ce que tu proposes, ça s'appelle le socialisme tel qu'il était pratiqué en URSS, et on sait ce que ça a donné. D'accord. Alors, pour les amateurs de classification et d'étiquette, on peut qualifier ce système, effectivement, de socialiste, puisque la production, vous voyez, l'économie est socialisée, en quelque sorte. Alors, pourquoi pas? Dans ce cas, il faut juste faire attention à ne pas faire un amalgame avec tout ce qui a pu recevoir, à tort ou à raison, ce qualificatif. Soyons clairs, ce que je propose n'a jamais été fait. Et même si une chose qui a été faite présenterait des ressemblances, on ne peut pas en conclure que ça aurait les mêmes conséquences. Mais même si les ressemblances étaient fortes, on ne pourrait rien conclure. De petites différences de nature peuvent très bien entraîner des conséquences très différentes. Il ne faut pas évidemment réagir à des apparences, vous voyez, et encore moins à des étiquettes, que l'on peut accoler comme on veut d'ailleurs. Ce qu'il faut, c'est analyser les causes précises des problèmes. Mais alors là, en plus, les différences sont considérables. Prenons l'exemple donc de l'économie soviétique. Est-ce que chacun y formulait des souhaits de consommation et de travail et y recevait ce qu'il souhaitait en conséquence? Non, chacun obtenait le boulot qu'il trouvait, compte tenu évidemment de ses compétences, souvent de son lieu d'habitation aussi, et gagnait de l'argent qu'il dépensait ensuite dans des magasins. Ce système ressemble donc beaucoup plus à ce que l'on connaît aujourd'hui en Occident qu'à ce que je propose. Car oui, en URSS, il y avait toujours de l'argent et des magasins. Alors, certes, vides, souvent, vides évidemment, parce qu'un système monétaire sans détermination des prix par l'offre et la demande, c'est sûr que ça risque de foirer un peu. Et même s'il y a pu y avoir quelques tentatives de sondage, la détermination des productions ne fonctionnait pas du tout comme je le propose. Les fameux plans quinquennaux résultaient essentiellement de directives nationales. Les ordres émanaient du sommet, pas de la base. Et de plus, ces plans privilégiaient l'armement pour lequel le peuple se sacrifiait. Ce qui explique aussi des choses, du coup, évidemment. Alors en plus, souvent, ces régimes étaient dictatoriaux, avec un culte de la personnalité, un certain nationalisme. Moi, ça, c'est ce que j'appellerais d'ailleurs, ça correspond à ma définition du fascisme, en fait. Alors, ce qu'il faut, c'est analyser les causes précises du phénomène que l'on déplore, pour éviter qu'il ne se reproduise, sans pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain.
Expression assez pertinente ici, car de son côté, le capitalisme de marché, même tempéré par des interventions étatiques, on ne peut pas dire que ce soit très brillant quand même. Rien que du point de vue écologique, comme vous savez, la situation est très inquiétante. Et on voit bien qu'une catastrophe majeure va difficilement être évitée sans sortir de ce système. Du coup, ce serait bien de le sauver, donc notre bébé. Mais soit, examinons donc ce qui a pu, voyez, les causes des problèmes, les causes de ces pénuries, observées donc dans ces systèmes dits socialistes. Alors bien sûr, il y a plein de causes, comme celle que j'ai déjà évoquée à propos de l'armement, qui était privilégié. Mais j'en évoquerai juste deux principales. Premièrement, le travail n'était pas rémunéré en fonction de la productivité. Et du coup, on peut comprendre que celle-ci laisse à désirer. Alors c'est là souvent que les gens disent, voyez, il faut le capitalisme, la compétition. Non, il faut des incitations, nuances, gare aux amalgames. Et alors deuxièmement, deuxième cause principale, le pouvoir était aux mains d'une minorité qui en profitait évidemment pour s'avantager. Donc là encore, on est plus proche du système capitaliste qui domine actuellement. Une oligarchie, qu'elle se fonde sur un pouvoir politique ou financier, c'est toujours une oligarchie. Et c'est sans doute là le problème principal. Alors vous voyez que j'ai déjà répondu pour la première cause principale, à savoir que chacun aura des objectifs à tenir. Mais que faire en effet pour éviter la formation d'une oligarchie gouvernementale? Question qui en rejoint une autre tout aussi pertinente d'ailleurs. Qu'est-ce qui va garantir que la répartition des tâches donc va être effectivement juste, conforme au bien commun? Car si l'on délègue cette tâche à un gouvernement, qu'est-ce qui va empêcher celui-ci de faire ce qu'il veut à la place, en s'avantageant ou en avantageant ses membres par exemple, ou leur famille. Eh bien la solution que je propose, là encore, est fort simple. Pas besoin d'ailleurs de parler de gouvernement, il n'y est jamais question ici que de tâches à se répartir au sein d'un groupe humain, quoi. Eh bien, ce que je propose, c'est une transparence importante des activités critiques, par exemple celles consistant à répartir le travail. Je propose que ces tâches soient attribuées donc à des responsables suffisamment nombreux pour que le travail soit bien fait, normal, et que leurs activités soient surveillées par un échantillon suffisamment important et diversifié de la population. D'où l'on peut attendre une réduction considérable des risques de fraude ou d'erreur même. Tous ces gens-là seront tirés au sort parmi l'ensemble de la population, enfin, du moins de ceux qui ont les éventuelles compétences nécessaires, mais que beaucoup de gens auront, avec un taux de renouvellement assez rapide. Également, ce travail sera facilité par l'informatique. Concrètement, les données seront accessibles à un grand nombre de gens, et je dirais même pourquoi pas à tout le monde d'ailleurs, de sorte que chacun pourra vérifier, si vous voulez, de son côté, la validité donc des calculs. En somme, vous voyez, l'idée c'est ça, c'est de s'organiser de façon à ce qu'il n'y ait pas de pouvoir de domination. De façon à ce que tout le monde soit soumis à une constitution où la justice sociale et évidemment la préservation de l'environnement figureront, bien sûr. Donc oui, c'est là un préalable nécessaire pour que ma proposition économique soit couronnée de succès. Elle doit s'accompagner d'une évolution politique, à savoir le passage d'un système oligarchique, celui qui domine aujourd'hui depuis longtemps d'ailleurs, à un système eucratique. Pour ceux qui veulent approfondir cette question, il existe déjà une vidéo là-dessus à laquelle je vous renvoie. Évidemment, il s'agit là d'une vaste entreprise, mais que l'on pourra mettre en place progressivement, au sein de petites communautés expérimentales qui pourront se fédérer ensuite. Ce n'est pas une solution miracle, mais une piste qu'il me semble salutaire d'explorer. Si vous trouvez cette idée utile, eh bien, n'oubliez pas de la diffuser, sans quoi, Et si vous voyez d'autres objections ou remarques constructives, n'hésitez pas non plus. Merci.